Là, il me disait, mais moi j'ai peur, pourvu que la voiture ne prenne pas feu, tout ça. Et alors il le disait, à premier abord, il lui semblait tout naturel de dire ça, que la voiture allait prendre feu. Pourvu que la voiture ne brûle pas. Voilà ce que répète Daniel Blouard au vieil homme. Quand il a abandonné la voiture pour aller chercher du secours, elle ne brûlait pas. Et quand les pompiers arrivent au col de l'homme mort, effectivement, la petite Austin rouge est en flammes. Au cours de l'extinction, ils ont trouvé un tronc humain, donc ils ont dit mais le blessé, il est là et c'est même plus un blessé, c'est un mort. Dans la nuit du 5 au 6 juin 1987, aux alentours de 1h30 du matin, sur une petite route du sud de la France au lieu dit le col de l'homme mort dans l'Hérault, un homme tambourine à la porte d'une maison dans le petit village de Seil. Il n'est pas du coin et il demande à ce qu'on appelle les secours car il vient d'avoir un accident de voiture sur la route la plus proche. Il s'appelle Daniel Blouard et il conduisait une Austin Métro rouge appartenant à son ami Yves Dandonneau lorsqu'il a percuté un rocher sur le bord de la route. Il explique paniqué que Yves, qui était passager de la voiture, a été assommé dans l'accident, qu'il n'a pas réussi à le sortir et qu'il craint que la voiture ne prenne feu. Lorsque les pompiers arrivent, c'est déjà trop tard, la voiture s'est embrasée et à l'intérieur, on y retrouve les restes d'un corps calciné. Prévenue par les gendarmes, Marie-Thérèse Hérault, la compagne de Yves Dandonneau, arrive sur les lieux et reconnaît horrifiée un morceau de caleçon sur ce qui reste du corps. Les gendarmes concluent à un simple accident de la route, l'autopsie est inutile. Marie-Thérèse affirme que Yves voulait être incinéré, ce qui est fait quelques jours après l'accident. L'histoire aurait pu s'arrêter là, mais des doutes vont surgir, une enquête va démarrer, puis le simple accident va se transformer en escroquerie, puis en assassinat. Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Avant de commencer, j'aimerais vous remercier d'être toujours un petit peu plus nombreux à suivre la chaîne. Donc n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne si c'est la première fois que vous êtes ici. Merci à ceux qui le feront. Et on commence tout de suite avec une histoire à la Pierre Bellemare, comme on les aime. Yves Dandonneau est né en 1946 dans l'Hérault et il grandit à Béziers. Il est l'aîné d'une fratrie de 5 enfants. Sa mère est violoniste, quant à son père, gendarme, il est violent, alcoolique et sème la terreur au sein de sa famille. À cause de son père, Yves se met à détester profondément les alcooliques. Son père est si violent qu'un soir, alors que sa femme rentre un petit peu tard d'une répétition de violon, il lui brise un à un tous les doigts afin de la punir. Quand il a 16 ans, il met enceinte sa voisine, Ariette, et son père lui donne 2 choix. Soit il va à l'armée, soit il épouse Ariette. Yves choisit le mariage en se disant que c'est la moins pire des 2 propositions. 12 ans de vie commune et 3 enfants plus tard, Yves et Ariette divorcent. Suite à ce divorce, il rencontre la fille d'un CRS dont il tombe amoureux, avec qui il se marie et il divorce à nouveau. Suite à ces 2 divorces, il commence à pas trop être bien et grâce à une agence matrimoniale, il rencontre Marie-Thérèse, surveillante dans une clinique avec qui il aura un enfant. Yves enchaîne différents boulots, il sait pas trop vers quoi s'orienter, il tente la ferronnerie, puis l'école de police d'où il se fait virer. Finalement, il devient assureur à la Légale Générale et se spécialise dans les assurances vie. Il a enfin trouvé un boulot qui lui plaît et il fait signer tellement d'assurances à la minute que son chef le surnomme le Lucky Luke des assurances. Et c'est dans cette entreprise qu'il rencontre Danielle Simona, une secrétaire qui devient sa maîtresse. Ça fait maintenant un petit moment que Yves travaille dans les assurances et il tient pas en place. Il a d'autres projets qu'il a envie de réaliser et cette vie-là dans les assurances, ça lui convient plus. Un soir en 1987, il réveille Marie-Thérèse parce qu'il a une idée. Ouais, tu me fais ça, tu me réveilles en pleine nuit alors que je suis dans mon meilleur rêve, dans mon meilleur dodo, tu vas dormir dans le salon. Le gars il s'est réveillé genre Eureka. En plus son idée est merveilleuse. Il veut monter une escroquerie à l'assurance pour toucher une énorme somme d'argent. En vrai, il a des circonstances atténuantes, puisque son idée, c'est d'utiliser cet argent pour monter une école en Grèce pour enfants défavorisés. À d'autres, Yves. Marie-Thérèse, elle est habituée à ses idées toutes plus extravagantes les unes que les autres. Elle se rendort, sauf que lui, il dort pas. Et c'est finalement en lisant un livre qui s'appelle Assurance sur la mort de James Cain qui va monter son plan. Dans ce livre, un homme, un agent d'assurance, est l'amant d'une femme avec qui il complote de tuer le mari, après lui avoir fait signer un contrat d'assurance vie. It's the 10:15 from Glendale. I'm driving him. It's still the same dark street, isn't it? And the signal is 3 honks on the horn. Bon, c'est bien beau tout ça, mais Yves, c'est pas un meurtrier, donc la première idée qu'il va avoir, c'est de récupérer un cadavre pour le mettre dans sa voiture, simuler un accident en faisant passer le cadavre pour lui, et toucher l'argent de l'assurance vie. Il se dit ok, c'est bien, mais ça je peux pas le faire tout seul, il me faut un corps et j'ai besoin d'un complice. Et ce complice, il va le trouver alors qu'il rend visite à Marie-Thérèse dans sa clinique. Il rencontre un certain Daniel Blouard, secouriste et chef du bloc opératoire de la clinique. Daniel est dépressif, il doit rembourser le crédit de sa maison, mais financièrement, il n'arrive pas à suivre. Et à force de discussion, les 2
hommes vont se lier d'amitié et un soir, autour d'un verre, Yves va lui parler de son plan. Il va lui expliquer qu'il va se faire passer pour mort pour toucher l'argent de l'assurance vie et en donner une partie à Daniel pour qu'il puisse payer le crédit de sa maison. En vérité, c'est plutôt l'argent de ses assurances vie. Parce que pour que son plan fonctionne et pour qu'il puisse construire sa maison en Grèce pour enfants défavorisés, tu es un menteur, Michel. il lui faut une énorme somme d'argent. C'est à 8 assurances vie qu'il va souscrire et comme il travaille dans les assurances, il sait qu'il n'existe aucun moyen de détecter si tu es déjà assuré ailleurs. Avec tout ça, c'est donc pas moins de 12 millions de francs qui seront reversés à sa femme en cas de décès. Blouard accepte et Yves lui explique qu'il devra voler un corps à la clinique. Après plusieurs essais, Blouard n'arrive pas à voler un corps. C'est pas si simple, c'est pas un truc que tu mets dans ta veste et tu sors. Donc il essaye plusieurs fois et il n'y arrive pas, donc il abandonne. Sauf que Yves, abandonner c'est pas dans ses plans et c'est là qu'intervient une troisième personne. Un certain François Meunier qui est ami de Yves et à qui il promet un boulot dans sa nouvelle école. Sa nouvelle école en Grèce. François explique qu'il sait où trouver un corps, enfin un corps, plutôt un mec bien vivant qu'il faudra tuer pour en faire un corps. Bon, comme je vous le disais tout à l'heure, Yves c'est pas un meurtrier. Il est ok pour arnaquer des assurances, mais tuer un homme, bien sûr qu'il accepte. L'homme en question s'appelle Joël Hippo. C'est apparemment un homme brillant, plus jeune bachelier de France, et il a une licence en droit et en anglais. Malheureusement brisé par un divorce, il s'est retrouvé SDF et a fini par devenir alcoolique. On se rappelle de l'aversion de Yves pour les alcooliques, il les déteste profondément. Joël est fan de Georges Brassens, et quand Yves et Daniel vont à sa rencontre, il lui propose de l'emmener en voiture à 7 sur la tombe de son idole. Évidemment, Joël accepte, et les deux hommes vont le faire boire jusqu'au coma éthylique et lui donner en plus des calmants. Une fois inconscient, il le place dans la voiture, côté passager, et la précipite sur un rocher. Enfin, la précipite. Il la dépose délicatement. Et ça, c'est un des premiers éléments qui va mettre le doute aux enquêteurs. C'est une des 8 compagnies d'assurance à laquelle Yves a souscrit qui va commencer à émettre des doutes. Elle va remarquer que Yves l'a contacté quelques semaines avant sa mort pour établir un contrat limité au risque de décès accidentel avec triplement de la garantie en cas d'accident de la route. Cette compagnie d'assurance, avant de verser l'argent à Marie-Thérèse, va embaucher un détective privé, Jean Porcé, pour enquêter sur cette affaire. Et sa conclusion est claire, trop d'éléments discréditent la thèse de l'accident. Pour commencer, l'accident a eu lieu en ligne droite. Certes, Daniel aurait pu s'endormir au volant, mais comme par hasard, il aurait percuté le seul rocher présent sur le bord de la route. En plus, la voiture est à peine abîmée, même à 50 km/h, le pare-choc aurait dû au moins être un petit peu enfoncé, ce qui n'est pas le cas, donc comment elle a pu prendre feu aussi rapidement? Une autre compagnie d'assurance à laquelle Yves Dandonneau avait souscrit arrive aux mêmes conclusions. Une plainte est donc déposée pour escroquerie et l'enquête commence le 12 août 1987, soit 2 mois après l'accident. En parallèle, 5 des 8 assurances ont versé l'argent à Marie-Thérèse, les autres attendent la conclusion de l'enquête. 2 jours après l'ouverture de l'enquête, la soi-disant veuve de Yves, Marie-Thérèse, Danielle Simonin, la maîtresse de Yves, accompagnée de son mari, se rendent à la poste pour retirer les 2 400 000 francs que Marie-Thérèse a touchés des assurances. Face à ce retrait énorme, la poste émet des soupçons et contacte la police. Le trio est arrêté à la sortie de la poste, mais est finalement relâché sur ordre de la juge d'instruction, parce que s'ils ont des choses à se reprocher, c'est pas en les gardant enfermés que les enquêteurs vont pouvoir avoir des infos. Ils sont donc relâchés et mis sur écoute. Par chance, le garagiste qui a récupéré la voiture avait écrit dessus « ne pas toucher », parce que lui, dès le début, il a senti que quelque chose n'allait pas. En tant que garagiste, je pense qu'il connaît et il sait l'état dans lequel sont les voitures après un accident de la route. Le fait que la voiture n'ait rien et qu'elle ait juste pris feu, pour lui, ça semblait louche. Les enquêteurs vont donc pouvoir effectuer des analyses sur le STIN, et à l'intérieur, ils vont trouver des fragments de dents, et vont réussir à reconstituer une mâchoire, et se rendre compte qu'elle n'a pas de dents de sagesse, ce qui n'est pas le cas de Yves Dandonneau, d'après son dossier médical et son médecin, qui apparemment a toutes ses dents. Donc, Yves est vivant, mais il est où? C'est donc grâce à la mise sur écoute de ses complices qu'il va être retrouvé dans une villa près de Cannes, pas du tout en train d'essayer de construire une école en Grèce. Est-ce qu'on s'en doutait? Il est arrêté le 15 janvier 1988 après 7 mois de pseudo-cavale. Je dis pseudo-cavale parce que bon, déjà il est resté en France, c'est pas très intelligent. Si je peux donner un conseil à tous les cavaleurs, ne partez pas juste aller vous faire dorer la pilule dans le sud. Partez loin, loin, quittez la France. Bon, Yves est passé de ça à ça.
Donc il a fait de la chirurgie esthétique. D'ailleurs pendant le procès, il s'est fait un peu tailler là-dessus. Par rapport à cet aspect un peu cireux, il avait des lentilles bleues quand il a été arrêté, et il se faisait passer pour un certain Bernard Dupen. Et après, il a dit qu'il s'appelait François Meunier, donc François Meunier qui est le complice qui l'a aidé à trouver un corps. Son procès débute le 30 août 1992, et Éric Dupond-Moretti, avocat de la dernière compagne de Joël Hippo, pendant sa plaidoirie, tient à faire revivre la mémoire de Joël Hippo, qui n'était pas un simple déchet humain, selon l'expression de Dandonneau. Il avait vraiment la haine contre les alcooliques. D'après un journaliste, pendant le procès, il aurait même chanté du Brassens, histoire de bien provoquer. Donc ce gars qui de base devait juste être un escroc a fini par devenir un criminel sans scrupules. Il est condamné à 20 ans de prison, il en fera 13 ans de prison contre une vie. Après tout c'était qu'un clochard, hein, tout le monde s'en fout. Daniel Blouard est condamné à 14 ans de prison. François Meunier lui n'est condamné qu'à 9 ans de prison. Après tout lui il a rien fait hein, à part dire les gars j'ai trouvé quelqu'un si vous voulez. L'alcoolo là au bout de la rue, vous pouvez le buter tranquille, t'inquiète. Et Marie-Thérèse Hérault et Daniel Simonin sont condamnés à 4 ans de prison pour complicité d'escroquerie. Et voilà comment se termine cette histoire. Ça me rend ouf à chaque fois de voir ce que les gens sont prêts à faire pour de la thune. Donc merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, un petit like, un petit abonnement, un petit commentaire, ça fait plaisir. Et on se dit à bientôt pour la prochaine.